Plateau de Backseat. On arrive dans bientôt les dernières 24 heures de cet entre-deux tours des élections législatives. Vous êtes dans quel état d'esprit en ce moment? Combatif. J'ai eu l'occasion de le dire dimanche soir pour le premier tour. Le premier tour, il a réglé une question. Laquelle? Que la Macronie est plus en mesure de gouverner le pays. Est-ce que Macron est au courant? Manifestement pas, mais on va lui rappeler à plusieurs reprises. Et le deuxième tour, maintenant, doit régler la deuxième question. C'est est-ce que c'est l'extrême droite qui gouverne demain la France, ou est-ce qu'au contraire c'est un gouvernement du nouveau Front Populaire? Et donc moi je suis engagé dans cette bataille. J'ai eu le plaisir, comme 32 de mes collègues du nouveau Front Populaire, d'être élu au premier tour. Mais pour autant, la bataille n'est pas terminée. Donc depuis dimanche, on se déploie, on se mobilise, on va soutenir nos candidates et nos candidats partout en France. Alors on l'a vu, 222 désistements pour éviter des situations triangulaires et pour essayer d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir autant de circonscriptions. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front Populaire est encore en passe de remporter une majorité absolue de députés? Mathématiquement oui, puisque je le disais, on a remporté 32 sièges au premier tour. Et si on compte l'Hexagone, les Français de l'étranger, les Outre-mer, on est encore qualifié dans à peu près 300 circonscriptions au second tour. Pour avoir une majorité absolue, il faut 289 sièges de députés. Donc oui, c'est possible. Après, c'est clair que pour y parvenir, ça nécessite notamment qu'il y ait plus de gens qui aillent voter dimanche que dimanche dernier. Il y en a eu déjà plus dimanche dernier que ce qu'on avait observé par exemple aux élections européennes ou en 2022 sur les élections législatives. Il y a eu à peu près 2/3 des Français qui sont allés voter. Mais il y en a encore un tiers qui n'ont pas voté pour ces élections. Et moi, je dis que si tout le monde se déplace, se mobilise, oui, bien sûr, c'est possible de faire bouger les lignes. En tout cas, je pense que jusqu'à dimanche, il faut être focus sur cet objectif. Bien sûr que l'enjeu d'empêcher l'extrême droite de gagner, c'est un enjeu déterminant. Mais je crois qu'on ne peut pas faire campagne uniquement autour de cet objectif. Il faut aussi rappeler pourquoi nous, on se bat. Et qu'est-ce qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire pourrait changer dans la vie des gens de manière très concrète dans quelques jours si on y arrivait. Alors on l'a appris aujourd'hui, le président de la République a déclaré qu'il ne, je cite, gouvernera pas avec LFI. LFI déclare depuis 2017 qu'ils ne gouverneront pas avec Emmanuel Macron, pardon. Non, elle n'était pas express celle-là. Comment c'est pas provoqué? Non, je commence pas. Mais c'est bon, de toutes les façons, on le savait, j'ai envie de dire, c'est pas une nouvelle. Voilà, Emmanuel Macron ne vous aime pas, vous aimez pas Emmanuel Macron, vous gouvernerez pas. C'est pas qu'on s'aime pas, c'est pas le sujet. Non, c'est pas d'accord. Mais question personnelle, c'est juste que les projets politiques sont pas du tout les mêmes. Politique est incompatible avec ce que nous on défend, et je crois d'ailleurs que les Français l'ont bien compris. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez pas vraiment le choix ni l'un ni l'autre? Qu'est-ce qui se passe si, face au Rassemblement national, il y a une majorité qui va des macronistes au nouveau Front Populaire avec la France Insoumise? Mais on a toujours le choix, en fait. On a toujours le choix. Soit il y a une majorité absolue dimanche pour le nouveau Front Populaire, moi je me bats dans cet objectif. Soit il y a une majorité absolue dimanche pour le Rassemblement national. Et moi je me bats contre cette possibilité. Et puis ensuite, il peut y avoir effectivement une situation dans laquelle finalement personne ne dispose de majorité absolue. Ouais. Moi, je vais pas, si vous voulez, après avoir fait campagne, je dis moi, mais c'est les candidats du nouveau Front Populaire de manière générale, après avoir fait campagne sur un programme, arriver au lendemain de l'élection le lundi et dire oh, bon, en fait, le programme, bon, allez, on le range au placard et on va faire une sorte de négociation avec des macronistes, où encore une fois, c'est pas une question personnelle, mais qui ont mis en place depuis maintenant 7 ans une politique contre laquelle on s'est battu au quotidien. Je veux dire, ça n'aurait pas de sens, ça serait pas crédible. Mais pour autant, ça signifie pas forcément un blocage. Tout le monde a l'air de dire oui, si vous vous mettez pas d'accord après parce qu'il n'y a pas de majorité absolue, le pays il est bloqué. Non, pardon, il est pas bloqué. Il y en a un qui peut décider de régler le problème, il s'appelle Emmanuel Macron. En dissolvant une nouvelle fois l'année prochaine? Bah oui, il peut partir aussi. Non mais attendez, sûr que ça résoudrait le problème, parce que la Front nationale serait toujours la même. Oui, d'accord, mais au moins on aurait un nouveau... Ouais, ça redémarre le droit de dissolution? Non, ça le redémarre pas, c'est vrai. Mais il y aurait quand même une élection... là, on fait de la politique fiction, honnêtement. Vous savez, ça c'est déjà produit, hein. Ça a déjà eu lieu. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'histoire de France. Une démission, on parlait de Gaulle? Non, en 1924... En France, après le cartel de gauche, où il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'ils essayaient de proposer un gouvernement, les gouvernements tombaient. Au bout d'un moment, le président de la République a pris acte de la situation et il a décidé de partir. Mais c'était pas du tout le même régime, c'était absolument rien à voir. Pas le même régime. C'est le président de la République. Le gouvernement tombait plus facilement. Bah oui, c'est vrai, c'était pas le même régime. Mais là, on voit bien qu'on peut se retrouver dans une situation dans laquelle il y a en gros 3 blocs à peu près d'égale importance. Il y en a qui seront plus gros, d'autres qui seront plus petits. Et que ces blocs-là ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Nous, on s'est battus
dans cette campagne en disant si on arrive au pouvoir, dans quelques jours, on va abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. J'imagine que les macronistes qui sont responsables de cette réforme des retraites, ils l'ont soutenue jusqu'au bout, y compris contre l'avis d'une grande majorité des Français, contre une majorité de députés, et ils vont pas dire oui, c'est vrai, on s'est trompé, on va l'abroger, vous voyez. Donc, moi, je crois que ça serait pas bon pour la démocratie. Vous avez investi Aurélien Rousseau, c'était quand même. Moi, je l'ai pas investi. Non, c'est place publique, c'est place publique. Mais bon, c'est quand même. Je veux dire, il va forcément y avoir un certain nombre de compromissions, de concessions qui seront faites si vous arrivez potentiellement avec une majorité relative à l'Assemblée nationale. Quid des alliances potentielles avec les macronistes pour notamment adopter des textes? Moi, j'ai déjà répondu à cette question. Et je parle là seulement au nom de la France Insoumise. Je ne veux pas engager les autres formations politiques de l'Alliance. Mais nous avons dit très clairement qu'on ne participerait à un gouvernement que pour appliquer le programme du nouveau Front Populaire. Et j'ai rajouté, pour que ça soit bien clair, ma question. et j'ai pas participé au gouvernement. J'ai rajouté, pour être très clair, rien que le programme et tout le programme. Ça me paraît assez clair. Après, c'est une autre question qui est celle que vous posez. Oui. C'est qu'est-ce qu'on vote à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais ça, à l'Assemblée nationale, c'est simple. S'il y a des choses qui vont dans la direction de notre programme, on les vote. S'il y a des choses qui vont contre la direction de notre programme, on les vote pas. Mais c'est pas juste. Donc c'est vous qui donnerez le là. Mais c'est pas juste après dimanche, c'est ce qu'on fait déjà en fait. Oui, bien sûr. Déjà, mais est-ce que vous pourriez Macron n'a pas proposé beaucoup de choses qui vont dans la direction de notre programme. Est-ce que vous pourriez ne pas voter une motion de censure contre un gouvernement technique s'il reprend certaines de vos mesures? Parce que ça va être ça les négos. Non, mais c'est pas la même chose de dire nous on participera pas à un gouvernement s'il n'est pas en capacité, comme je le dis, d'appliquer notre programme. Après, s'il y a un gouvernement qui se constitue, eh ben, on votera contre toutes les mesures qui vont à l'encontre des aspects de notre programme. Après, je ne sais pas s'il y aura une motion de censure, je ne sais pas s'il y aura un vote de confiance. Là, on est quand même, pardon... Oui, on verra. Oui, mais en même temps, il y a un certain nombre de personnes de la formation du nouveau Front Populaire qui portent du coup ce programme commun, qui envisagent potentiellement un gouvernement d'alliance. Donc ce serait effectivement un certain nombre de mesures qui pourraient être reprises du programme. Dans ces cas-là, vous dites on ne fait pas alliance avec ce gouvernement, on ne vote pas pour... Mais si jamais il y a des éléments du programme qui sont repris dans cette alliance, vous faites quoi? Si il propose, si ce gouvernement-là, si ce gouvernement se constitue et qui propose une loi qui reprend des mesures qui sont dans notre programme, on ne va pas s'y opposer. Enfin, on n'en est pas... Okay. L'idée, franchement, moi, pour que les choses soient claires, l'idée, c'est juste d'être fidèle à la parole qu'on défend dans les élections, à la parole qu'on prend, les engagements qu'on prend devant les électrices et les électeurs. Je ne vais pas faire campagne en disant on va abroger la réforme des retraites et ensuite accepter qu'on reporte l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Sinon, à la fin, plus personne ne me croit. Et honnêtement, les gens, ils auront raison de plus me croire. Donc... Jules, j'ai une question qui est peut-être un petit peu en deux temps. La première, c'est on a bien vu, je crois que tout le monde commence à admettre chez les commentateurs que... même si on s'est voilé la face pendant longtemps, le racisme est une donnée structurante, importante pour comprendre le vote RN, pour comprendre tout un certain nombre de choses, d'ailleurs, parce que du racisme dans la Macronie, il y en a eu aussi. Le projet de loi immigration est quand même aussi motivé par des choses de cet ordre, on va dire. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire un choc d'antiracisme si la gauche arrive au pouvoir? Et quelle serait la forme de ce choc d'antiracisme? Comment on reprend un peu le pays là, à ce niveau-là? Comment on essaie de reprendre un peu la main? Parce que tant que ce racisme reste, les prochaines élections, ça va être le même bordel, quoi. Ça va être le terreau de futures victoires du Rassemblement national. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que je suis d'accord, et ça fait partie des débats qui existent parfois, y compris à gauche, sur la vraie nature du vote du Rassemblement national. Et moi, j'ai été très intéressé, je vous le recommande si vous ne l'avez pas lu, par un bouquin qui est sorti il y a quelques semaines, qui a été écrit par Félix Faure-Gilles. Vous l'avez peut-être reçu ici. 2 semaines, je crois. Ah bah voilà. Et honnêtement, même si après c'est un travail de sociologue, c'est pas un travail d'analyste politique, mais je trouve que les éléments qu'il avance, alors qu'il met lui-même dans son contexte, c'est-à-dire il a suivi le Rassemblement national dans le sud de la France, il lui-même dit que c'est pas forcément une généralité, mais c'est-à-dire il dit qu'il peut y avoir d'autres points d'entrée au vote pour le Rassemblement national, mais qu'à chaque fois la question du racisme, elle occupe quand même une place centrale. Donc ça, c'est juste pour dire sur l'analyse, je suis assez d'accord avec ça. Oui, bien sûr, que si vous arrivez au pouvoir, mais même si vous n'arrivez pas au pouvoir, il y a une bataille idéologique à mener monstre sur cette question, et avec des leviers d'action gouvernementaux qui passent par le fait, en particulier, je crois, d'augmenter le rapport de force du camp antiraciste par rapport au camp qui véhicule ces idées à longueur de journée. Donc la réponse, elle est forcément structurelle et structurante.
Ce qui est de l'ordre des politiques publiques, si vous êtes au pouvoir, c'est comment vous luttez contre les discriminations à l'emploi, comment vous luttez contre les contrôles d'identité au faciès. Là, il y a des outils. Il y en a dans le programme du Nouveau Front Populaire, le récépissé sur les contrôles d'identité, des politiques antidiscrimination, de la formation des policiers, de la formation de la justice, des juridictions ou des tribunaux spécialisés sur ces questions. Bon, on peut faire plein de choses. L'inspection dépendante. Voilà, l'IGPN qu'on réforme pour créer à la place une autorité de contrôle de la police indépendante. Bon, on peut faire beaucoup de choses. Et puis après, il y a la question du rapport de force général. Et là, pardon, je vais venir sur un sujet, je crois, qui vous intéresse, mais il y a la question aussi du rapport aux empires médiatiques, et notamment à l'empire médiatique Bolloré, qui aujourd'hui, pardon, mais injecte à longueur de journée le venin de la division, le poison du racisme. Vous votez une loi pour réguler les médias privés? Ah, je crois, oui. Okay. Et il faut une loi contre la concentration, en particulier, des médias qui aujourd'hui sont tous dans les mains d'une toute petite poignée de grands milliardaires, et que ça pose un grave problème pour la qualité de l'information et la qualité du débat public. En République, il y a deux piliers pour que ça marche bien. L'école, permettre aux gens d'avoir accès à une formation qui leur permette de comprendre ce qu'il se passe, et les médias, c'est-à-dire leur permettre de disposer des informations qui leur permettent de comprendre ce qu'il se passe. Sur ces deux sujets, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors j'ai une petite relance. Vas-y, petite relance. Moi, qui suis, en effet, c'est mon boulot de regarder un petit peu les médias. Là, j'ai vu une campagne de bashing contre la France Insoumise dans les médias qui a été hors de proportion, même avec ce qu'on a habituellement, Venezuela, etc., ce qu'on connaissait depuis longtemps. Là, c'était vraiment très intense, très dur, disqualifiant, vraiment, a priori. La gauche arrivée au pouvoir, notamment sur le service public, aurait un petit peu d'emprise, pourrait faire, je ne sais pas, des dominations. Est-ce qu'il y a un sentiment aussi de... est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a des nominations à faire? Est-ce qu'il faudrait faire un audit de ce qui s'est passé, là, de cet emballement auquel a largement participé tout le monde, là, dès ce soir, avant le premier tour, avant le deuxième tour. Mais oui, il y aurait beaucoup de choses à changer, bien sûr. Et bien sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à On se souvient de ce petit papier de Nathalie Sinclair, qu'il y a des gens qui sont littéralement... J'entends. C'est pas le gouvernement qui décide de virer des journalistes. Oui, et heureusement. Et heureusement. Non, mais c'est une question démocratique. Oui, mais c'est une question démocratique. Attends, moi j'ai dit les critiques que j'ai à faire sur le traitement médiatique de cette campagne, mais il faut aussi remettre les choses en proportion. Il y a aussi une campagne de diffamation et infamante qui a été menée contre la France Insoumise et ensuite contre le Nouveau Front Populaire dans cette campagne, qui est aussi le résultat d'une stratégie politique de nos adversaires. Et ça devrait quand même faire réfléchir tout le monde. C'est-à-dire que le camp macroniste a mené toute la campagne de premier tour à instrumentaliser la question de l'antisémitisme pour essayer de salir la France Insoumise et le Nouveau Front Populaire. Et on arrive le dimanche du premier tour des élections législatives, et comme par hasard, le lendemain, entre guillemets, il n'y a plus de problème. On retire nos candidats, même en face des candidats insoumis. Et je dis ça pas pour dire ils n'auraient pas dû le faire. Je dis ça pour dire ça démontre quand même à quel point eux-mêmes ne croyaient même pas aux insultes qu'ils ont fait pendant toute cette campagne. Parce que franchement, moi, s'il y a vraiment un candidat que je considère comme un candidat antisémite, mais franchement, je retire pas mon candidat en face de lui au deuxième tour de l'élection législative. Donc je pense qu'ils ont fait eux-mêmes la démonstration, si vous voulez, du caractère diffamatoire, mensonger de la campagne qu'ils ont menée contre nous. Donc, bien sûr qu'il y a une part de la responsabilité des médias, mais il y a quand même une responsabilité aussi de nos adversaires. Là, vous avez fait à juste titre une chronique, je ne vous fais pas de reproche à vous, mais depuis dimanche, dans les médias, on fait le catalogue des propos du musée des horreurs des candidats du Rassemblement national. Enfin, pardon, ça fait 4 semaines qu'ils sont candidats, comme par hasard. Pourquoi on n'a pas fait ça, ce travail-là, avant le premier tour? Pourquoi? C'est quand même une question. Je dis pas vous, je sais que non, je suis d'accord avec ça. Mais je dis ça. Il y a des journalistes de presse quotidienne régionale qui ont essayé de le faire, et ça demande du travail. C'est compliqué parce qu'ils se retrouvent avec 8 candidats par circo à examiner et tout. Je défends juste les journalistes de presse quotidienne régionale. Non, en fait, moi, je veux pas en plus, c'est plutôt vrai que sur la presse quotidienne régionale, ça a été fait. Moi, je parle du traitement médiatique national, d'ensemble, quoi. Où on est venu nous chercher, nous, des noms. Et on n'interroge jamais Jordan Bardella là-dessus. Et jamais on a interrogé Jordan Bardella sur ce sujet. Les chaînes info n'en ont pas fait des soirées entières, voilà. Non. Je suis là pour poser les questions qui font pas plaisir aussi. Est-ce que vous avez envisagé la possibilité d'une victoire du Rassemblement national, d'un gouvernement Jordan Bardella, et qu'est-ce que ça voudra dire de s'opposer? Parce qu'il y a un changement de nature entre l'extrême droite et le macronisme. Là, être un groupe d'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale d'un gouvernement d'extrême droite, c'est une autre paire de manches. Ce qu'on a envisagé, la vérité, c'est que si vous rentrez dans une élection, il faut toujours partir du principe que vous pouvez la gagner, mais que vous pouvez la perdre aussi. Sinon, il ne faut pas rentrer dans l'élection.
Après, il faut quand même aussi dire que si on joue le jeu démocratique, on le joue jusqu'au bout, y compris quand le résultat ne nous fait pas plaisir. Donc je ne vais pas commencer à vous dire si le Rassemblement national gagne les élections, faut prendre le pouvoir par la force pour les déloger, parce que si je vous dis ça non, maintenant, non, mais je réponds. Non, c'est pas le sujet, mais je vois ce que vous voulez dire, oui. Donc. Ensuite, il y a la question de la forme d'opposition. Et il est évident que l'opposition parlementaire, elle ne pourra être que frontale, mais que si l'opposition parlementaire est seule pour s'opposer, bah, ne croyez pas que ces gens-là vont mieux traiter l'Assemblée nationale que les macronistes l'ont fait avant. Donc là, je pense que la responsabilité, elle ne m'appartient pas entre guillemets qu'à moi ou qu'à nous pour m'engager dans cette campagne. L'opposition. Et les gens. Et aux gens, oui, bien sûr. La capacité à se mettre en mouvement, à faire des manifestations, à faire des mouvements de grève, à essayer de s'opposer à tous les mauvais coups que le Rassemblement national va essayer de mettre en place de manière assez immédiate. Donc oui, ce sera une opposition frontale et elle devra être articulée, parlementaire, sociale, mobilisation, syndicale. Et je pense que ça sera plus un front populaire à ce moment-là, ça sera un large front antifasciste qu'il faudra mettre en place. Je dis ça parce que c'est aussi pour pointer le danger, c'est-à-dire qu'une majorité parlementaire, il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter. On l'a vu avec Emmanuel Macron de 2017 à 2022. Rappelez-vous, par exemple, il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur Benalla, elle s'était interrompue. Il a fallu que les sénateurs fassent le taf. Donc rendez-vous compte, je veux dire, un groupe parlementaire d'opposition face à l'extrême droite, il ne peut pas faire grand-chose. Il peut déposer des amendements, des motions de censure qui ne sont pas adoptées, faire des missions d'information, des trucs. C'est vraiment pas ouf. C'est très difficile, donc il faut aussi se rendre compte de ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il ne faudra surtout pas rentrer à la maison pour pleurer, quoi. Parce qu'il faudra se battre, il faudra tout de suite être dans la bataille. Parce que par ailleurs, tout le monde sait qu'un pouvoir qui arrive au pouvoir, et c'est immédiatement qu'il fait le plus dur. Parce que c'est immédiatement il dispose, comme on dit parfois, il a une forme d'état de grâce, quoi, quand il vient d'arriver. Donc c'est dès maintenant qu'il faudra bloquer. Donc on aura besoin de tout le monde là. Mais là où on s'abstient le plus, c'est là où on a fait nos meilleurs résultats. Le plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Et donc, si dans ces secteurs-là, c'est statistique, on arrive à ramener plus de gens au vote, il y a plus de gens qui votent pour nous que pour les autres. Ceux qui s'abstiennent le plus, c'est les habitants des quartiers populaires, c'est la jeunesse. S'il y en a plus qui vont voter, il y en a plus qui votent pour nous. Et puis la deuxième chose très intéressante qu'il y a dans le bouquin de Piketty et Cagé, et moi, franchement, ça m'a fait réfléchir, c'est de dire que le fait qu'il y a un différentiel d'abstention entre les pauvres et les riches, c'est pas une fatalité et c'est pas une constante de l'histoire. Et notamment que dans les années 60-70, par exemple, et ça, moi, je ne le savais pas, les catégories les plus pauvres de la population votaient plus que les catégories les plus riches de la population. Et qu'aujourd'hui, on a 20 ou 25 points d'écart de participation entre les 5% les plus pauvres et les 5% les plus riches. Alors que dans les années 60 et 70, il y avait 10 points de plus de participation chez les 5% les plus pauvres que chez les 5% les plus riches. Et il y avait une plus grosse représentativité à l'Assemblée nationale. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ? Et de mon point de vue, en tout cas, moi, l'analyse que j'en tire, c'est que c'était le cas parce qu'il y avait un vrai projet alternatif qui existait. On pouvait en penser ce qu'on voulait, mais c'était le programme commun. La gauche, elle était vraiment identifiée comme quelque chose qui était différent des politiques qui étaient mises en place dans notre pays. Et donc moi, c'est pour ça que je ne crois pas du tout que la gauche, entre guillemets, redeviendra majoritaire en atténuant son projet, en essayant d'aller chercher au centre, etc. Je crois au contraire qu'on reviendra majoritaire quand on sera en capacité de montrer qu'il y a une alternative sérieuse, réelle, bien identifiée, crédible, et que ça remettra dans le vote des gens qui sinon restent à la maison parce qu'ils pensent que de toute façon c'est toujours la même chose. Malek ? Je te repose une question programme parce que ça fait jamais de les commentateurs depuis dimanche nous décrivent deux France, celle des quartiers populaires, celle de la campagne, du périurbain. Et moi, comme je dis très souvent, le point commun entre chez moi, Argenteuil, et dans ces territoires-là, c'est la destruction des services publics qui est opérée maintenant depuis plus de 10 ans. Je vais te prendre deux sujets. L'hôpital, où on sait que la machine ne va peut-être pas tenir cet été s'il y a des épisodes de canicule. Et on a l'école aussi, où tu as des établissements qui font encore des sessions de job dating sur le Bon Coin à quelques jours de la rentrée. Il y a un gouvernement du Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce qu'on fait pour l'hôpital? Qu'est-ce qu'on fait pour l'école? Il y a tellement de choses à faire. Ça a tellement été détruit ces dernières années. Et ma réponse, elle va peut-être vous paraître un peu bateau, mais honnêtement, c'est quand même le cœur. C'est que si ça a été détruit, c'est qu'il faut plus d'argent dans ces secteurs-là que ce qu'on en a mis avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'hôpital, ça veut dire plus de lits, ça veut dire des meilleures rémunérations parce que les métiers sont plus attractifs aujourd'hui. Les métiers du soin en France, ils sont moins bien payés que dans la moyenne des pays de l'OCDE.
on est quand même la France, pardon. Enfin, on est la 6e, je sais pas, en fonction 5e, 6e, 7e, ça dépend des indicateurs qu'on prend, puissance économique du monde. Et c'est la même chose pour les enseignants. Pourquoi on a des difficultés de recrutement? Parce que l'emploi, il a tellement été, il est tellement plus attractif parce que c'est difficile. Il y a des difficultés, c'est vrai, mais en plus, on n'est pas bien payé. En plus, on est pointé du doigt en longueur de journée comme si on était des privilégiés qui étaient super bien payés avec un emploi à vie, alors que c'est pas la réalité, qu'on a fait des études quand même assez longues pour pouvoir avoir cet emploi. Donc, première étape, c'est oui, plus de financement dans cette direction, un plan d'embauche dans les métiers du soin, un plan de sauvetage d'urgence de nos systèmes d'urgence. L'année dernière, il y a un système d'urgence sur 2 pendant l'été qui a été obligé de fermer. On est en France, encore une fois, quoi. Et à l'école, il faut d'abord déconstruire ce que les autres ont fait. Donc là, c'est abrogation notamment de la réforme de Attal sur le choc des savoirs, abrogation de Parcoursup, et on reprend les choses dans l'ordre. On fait en sorte qu'on n'ait pas des classes dans lesquelles il y a 34, 35 ou 36 élèves. On revient au niveau de la moyenne européenne, c'est à peu près 19. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut plus d'enseignants dans un certain nombre d'écoles. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, il n'y a pas que l'argent. Ok, il n'y a peut-être pas que l'argent, mais s'il n'y a pas ça, on ne va pas y arriver. Donc ça veut dire un plan d'investissement massif dans nos services publics. Et donc ça coûte de l'argent. Et quand on me dit... Est-ce que vous abrogez le SNU? Pardon? Est-ce que vous abrogez le SNU? Parce que la France Insoumise avait une proposition à peu près similaire en 2017. Non, pas celle-là, parce que c'était payé à hauteur du SMIC, mais c'était quand même un truc comme ça. On abroge le SNU, bien évidemment. Okay, et après, par contre, nous, on avait posé sur la table la question, mais c'était pas du tout la même chose. C'était d'un service civique dans lequel on peut s'engager dans des actions écologiques, des actions d'intérêt général. C'est pas le SNU. Ça n'a rien à voir avec le SNU tel qu'il est. Déjà. Oui, mais ça existe déjà. Oui, à 500 balles par mois, voilà, c'est clair. Il faut le revaloriser, il faut plus de moyens. Bien sûr. Abrogation Parcoursup aussi. Oui, Parcoursup aussi. Alors la dernière fois, on m'a posé la question, on m'a dit, ouais, mais si vous abrogez Parcoursup, vous allez remettre le tirage au sort à l'université. Non, pardon. Investir dans l'université. On investit dans l'université, voilà. On crée des places supplémentaires. On m'a dit, oui, mais au mois de septembre, il va falloir faire du tirage au sort. Oui, sauf que de toute façon, même si on approche Parcoursup pour le mois de septembre, malheureusement, un peu trop tard. Donc... bon, voilà. Donc ça renvoie à la question du financement. Je veux juste dire ça. Oui, mais justement. Alors voilà. Tout ça suppose des transferts. Ça suppose de revenir sur un certain nombre de niches fiscales. Pourquoi pas de lever de nouveaux impôts, rétablissement de l'ISF. Tous ces transferts-là, moi j'ai une crainte, c'est qu'une fois la gauche arrive au pouvoir, Macron essaie de la saborder un maximum et voire de saborder cette chambre le plus vite possible. Ça veut dire que là, la gauche s'engage dans une course de vitesse. Il faut les faire vite, ces transferts. Il va falloir les faire et au risque de décevoir, sinon, si ça n'est pas fait. Parce que là, c'est soit on prouve qu'on fait, soit on n'y arrive pas et du coup, on repart sur une déception de la gauche, dans les classes populaires notamment, qui seront les premières bénéficiaires de ces transferts. Qu'est-ce qu'on peut faire en un an? Qu'est-ce qui peut être fait urgemment pour amorcer ces transferts? Franchement, en un an, on peut faire beaucoup de choses. On peut rétablir immédiatement l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est pas quand même compliqué à faire. On peut abroger la flat tax qui réduit l'imposition sur le capital. Ça va quand même très vite de le faire. On peut engager... On a un budget... Si on arrive au pouvoir, il y a un budget rectificatif dès l'été. Là, on fait les mesures d'urgence. On a chiffré à 25 milliards. On me dit, mon Dieu, 25 milliards. Franchement, 25 milliards, c'est pas grand-chose. Biden, quand il est arrivé au pouvoir, et franchement, c'est pas ma référence, il a fait un plan d'urgence, je crois que c'était 10% du PIB à l'époque. Un plan d'investissement, oui. C'était massif. Post-Covid. Donc 25 milliards pour les urgences. Et ensuite, il y a des chantiers qui prennent un petit peu plus de temps, mais pas 3 ans. Une réforme fiscale, nous on propose une réforme fiscale. C'était le premier budget. Oui, bien sûr. Ouais. Et on me dit, et ça franchement c'est aussi un truc sur lequel il faut qu'on accepte de mener la bataille idéologique, c'est, vous entendez Attal vous dire à longueur de journée, nous on fera pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation d'impôts, pas d'augmentation d'impôts, alors que nous on veut augmenter les impôts. Mais non, pardon, moi quand je vais faire une réforme fiscale, je veux pas augmenter les impôts. Je veux augmenter la fiscalité qui pèse sur les plus riches de ce pays. Mais dans le projet de réforme fiscale qu'on fait, il y a 92%, c'est le chiffrage qu'on a fait, des gens qui vont payer moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Donc ça ne s'appelle pas augmenter les impôts. Mais il n'y a pas que 2 solutions. Augmenter les impôts ou rien faire. On peut aussi considérer que pour une partie de la population, on va augmenter les impôts et pour une grande majorité de la population, on va les baisser. Donc nous, on propose 14 tranches, c'est-à-dire un impôt sur le revenu et une CSG qui soit progressive et qui soit lissée. Et ça s'appuie notamment sur les travaux qui démontrent qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, la fiscalité en France, elle n'est pas progressive. Parce que si vous prenez les 0,1% les plus riches ou les 0,01% des plus riches, en proportion de leurs revenus, ils payent moins d'impôts que par exemple les 1% des plus riches
ou que les 10% les plus riches. Bah, ça, c'est pas normal. Je sais pas, que tout le monde, je pense, admet l'idée qu'en France, on contribue à la hauteur de ses moyens et on en bénéficie à la hauteur de ses besoins. C'est ça notre maxime d'organisation de la société. Donc réforme fiscale immédiate, rétablissement de l'ISF, revenir sur un certain nombre de niches fiscales. Là, il y a des dizaines de milliards de marge de manœuvre qu'on peut aller chercher assez facilement. Mais après, pardon, je veux juste dire une dernière chose, parce que ça me paraît quand même essentiel par rapport à la question que tu viens de poser, c'est qu'à la fin du fin, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ça ne peut pas être vous avez gagné, nous on rentre à la maison et puis bon courage pour appliquer votre programme. Parce que tout le monde sait qu'à la fin, ça va être un rapport de force dans la société qui va exister. Et qu'on a intérêt que les mobilisations, les manifs, qu'il y ait une pression qui s'exerce sur le gouvernement. Pas juste parce qu'on pourrait trahir, peut-être que certains peuvent trahir, mais aussi parce qu'en face, on va se retrouver avec des obstacles, des entraves, des secteurs qui vont s'organiser pour nous empêcher de le faire. Et donc on a besoin qu'on soit poussé dans un rapport de force. Léa, dernière question. Ah, cool, merci. En plus, j'ai une super dernière question. Quoi, ça te rend- Non, parce que je l'ai bientôt préparé. l'apéro. Dernière question. Déjà venu, là. Ça fait 10 minutes, là. Ouais, Oh là là, ça va vite, vas-y. En plus, ouais, c'est une super dernière question, j'en suis sûre. Mais vas-y, Si vous aviez un argument à donner à celles et ceux qui hésitent à mettre un bulletin Nouveau Front Populaire dans l'urne dimanche, notamment à cause de la diabolisation de LFI et de l'extrême gauche. Tu parles des macronistes, là, du coup. Des Exactement. macronistes, on parle de vous. Vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Bah, je leur dis qu'ils préfèrent Jordan Bardella au pouvoir. Ouais, c'est pas mal. Ça va hein. Ça s'appelle le flingue sur la tempe, c'est une technique. Bah non, mais mais non, c'est Le problème, c'est qu'il y en a, peut-être que oui, en fait. Hein. Quelqu'un comme Macron, par exemple. Et ça, après, moi, je peux rien y faire s'ils préfèrent Jordan Bardella au pouvoir. Mais non, mais après, je leur donne aussi des arguments sur le fond. Je connais C'est plein. ce que j'avais envie de vous entendre dire, en fait. Je suis désolée. oui, Autant la question était chambée, la réponse me satisfait moi. Bah d'accord, Non, mais parce que la vraie question qu'on se pose, c'est jusqu'à présent, on est comment dire, les gouvernants actuels ont été élus contre. Oui. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui la gauche peut nous faire envie et nous donner envie de voter pour? Ok, mais attends, et à ces gens-là, il faut leur donner envie de voter je vais pour. compléter ma réponse, mais pardon, je pense que pendant les 40 minutes qu'on vient de passer ensemble, je pense que j'ai donné plein d'arguments pour lesquels il faut voter pour, en termes de propositions programmatiques. Là, après, il me pose la question sur une personne qui, en gros, nous aime pas. Ou aime pas notre programme. Qui hésite. Non, quelqu'un qui hésite notamment à cause de cette diabolisation dont on a parlé plus tôt. Je leur dis que cette diabolisation, elle s'appuie sur rien, que si vous pensez qu'il faut comprendre à quel point, par ailleurs, cette diabolisation, elle est infamante. C'est-à-dire que vous parlez de gens qui ont au cœur, à la racine de leur engagement politique, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre toutes les formes de discrimination. On n'est pas parfait, on n'est pas géniaux, mais je veux dire, c'est au cœur de notre engagement. Moi, tous les militants insoumis que je connais, mais tous, ils ont toujours été là à chaque fois qu'une personne s'est retrouvée pointée du doigt, attaquée, violentée, insultée en raison de sa confession religieuse ou de sa couleur de peau. Toujours. Donc, venir essayer de nous expliquer aujourd'hui qu'en fait, ce seraient les antiracistes qui sont racistes et les racistes qui sont devenus antiracistes, c'est tout simplement insupportable et inacceptable. Donc je leur dis, n'écoutez pas la diabolisation qui est faite sur nous, allez voir le cœur de nos propositions, de notre programme, la réalité de nos engagements, la réalité de nos prises de position. On n'est pas obligé d'être d'accord avec nous sur tout, mais ne cédez pas à la campagne de diabolisation qui a été organisée contre nous, premièrement. Deuxièmement, allez lire ce programme, parce que je pense que c'est un programme dont on a besoin pour le pays. Et c'est un programme qui vise à faire en sorte que ce pays il arrête de s'abîmer dans le rejet, le racisme, que les débats politiques soient gangrénés en permanence sur c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'un tel. Oh, franchement, on a quand même devant nous les plus grands défis du siècle, le défi de la transition écologique, c'est le grand défi du siècle. On ne peut pas parler de ça plutôt que de parler de la longueur de la jupe, de la longueur du voile ou je sais pas quoi. On ne peut pas se mettre tous ensemble dans ce pays, tous, parce qu'on a besoin de tout le monde. Moi, ce matin, j'étais à Chambéry, dans un quartier populaire. Il y avait des jeunes filles de 16 ans ou 17 ans qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mais en fait, on se pose la question de partir parce qu'on n'a plus notre place ici. » Mais j'aurais dit « Mais on a besoin de vous. C'est une intelligence dont on a besoin dans ce pays pour s'attaquer aux défis qui sont devant nous. » Voilà, moi j'ai envie de dire « Allez, on sort de cette situation et on refait de la France un phare qui s'attaque aux défis devant nous, qui retrouve sa parole, une parole de fierté sur la scène internationale. » Voilà, tout ça, on peut le faire ensemble. Mais ça dépend de notre capacité à aller voter tous ensemble dimanche. Je suis sûr qu'on va y arriver. Merci beaucoup.